working, you gotta have some fun. Yeah, when you're working, you gotta have some fun. 'Cause being rich won't put a smile on your face. Your friends and your loves, that's what really matters in life. On est à Londres le 18 janvier. D'habitude, quand on voit la couverture d'un très grand magazine, un black qui a réussi, c'est qu'il est joueur de basket ou rappeur. Alors, mauvaise pioche ce soir. L'homme qu'on interroge pour les innovateurs, peut-être qu'il a été basketteur, je sais pas. Il est pas du tout là-dedans. Il est éditeur de logiciels pour la relation client. Voilà, vous savez. Et c'est pas un fake, c'est une vraie couverture. Alors Olivier, on va peut-être commencer par ça. Ouais. Il y a un mois, tu étais un des rares éditeurs français à avoir cru au premier salon des centres d'appel africains. Ouais. Tu étais présent au Sarka. Et puis, un mois après, tu te retrouves dans Forbes. Ça fait un petit choc, non? Ça fait un Et choc. tu n'as pas acheté, hein? Non, eux, c'est absolument eux qui ont décidé de mettre un petit K et moi à la couverture de Force. Non, ça fait... En réalité, c'est l'innovation, parce que l'innovation, une fois qu'on a mis la main dessus, on peut la répéter. J'y suis allé au Sarka, au Cameroun, qui faisait le premier salon africain de la relation client et du centre d'appel. Voilà, on a dit que c'est subsaharienne. Figurez-vous, j'ai fait la même chose sans faire la couverture au Maroc. Au début, quand ça a commencé, je suis allé 3 ans de suite faire des conférences au SICAM pour dire, vous savez, quand vous allez mettre des centres d'appel, il y a une technologie de gestion d'email que les gens vont utiliser ici, ce qui est le cas. Eh bien, quand j'ai vu que ça commençait aussi en Afrique noire, je suis allé aussi naturellement dans ma démarche d'anticipation et d'innovation. Et cette fois-ci, ça a eu un écho beaucoup plus fort, plus impressionnant qu'on pouvait imaginer. Ça t'a impressionné, Sarka, non? Ça m'a impressionné parce qu'on a toujours cette image de l'Afrique qui est un peu en décalage. Et j'avais déjà un discours qui était de dire justement des technologies aussi évoluent qu'à des petits cas. Un centre d'appel en Afrique doit l'utiliser tout de suite. On ne va pas attendre les vieux téléphones, les vieux bus, tout ce discours. Non, on démarre tout de suite avec une technologie puissante d'analyse pour gérer la relation client. Et bien quand j'ai dit ça, je suis arrivé et j'ai vu des interlocuteurs de niveau impressionnant. J'ai vu des gens qui parlaient du cloud, j'ai vu des gens qui parlaient d'IVR, de toutes les technologies qu'il y a au même niveau qu'on peut l'entendre partout. Et souvent, je raconte aux personnes que juste avant d'arriver en Afrique, j'étais en Singapour, on a eu une filiale. Ce type de conférence, et pour moi, ça ressemblait à la même chose. Donc ça veut dire que l'Afrique est vraiment en train d'avancer vite. En général, quand on parle des éditeurs de logiciels, on pense tout de suite anglo-saxons, américains qui s'installent en France. Dans l'ADN des petits cas, il y a cette culture de l'international. Vous êtes installé où aujourd'hui? Boulogne, c'est le head office. Au départ, l'historique des petits cas, c'est démarrage à Boulogne. Et aujourd'hui, je crois que tu es installé, enfin l'entreprise est installée. L'entreprise est installée en Angleterre, donc à Londres, dans la banlieue de Reading, là où il y a d'autres éditeurs de logiciels, d'ailleurs, on est tout Oracle et d'autres. On est installé à Singapour, où il y a une équipe là-bas, et on est représenté au Canada, en Espagne, en Hong Kong. Voilà l'endroit où on est. Mais c'est vrai, quand on a commencé Petit K en 2001, il était absolument clair pour nous qu'on devait être international. C'est pas imaginable justement de rester qu'en France, parce que les éditeurs, les plus puissants seront anglo-saxons, et il va falloir aussi aller sur leur terrain. Et ça, c'était clair au début, mais par contre, c'est plus facile à écrire un business plan au premier jour que de l'exécuter. On l'a exécuté en 2005. Après avoir pris une position que nous considérait forte en France, et là on s'est dit il faut aller à l'international, et c'est un vrai travail de changement d'entreprise. Alors aujourd'hui tu vis à Londres, oui. C'est ça? Toi tu vis à Londres, oui. On s'est rencontrés tout à l'heure. Absolument, depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Oui. On parle beaucoup de la différence entre la France, les autres pays du monde. Toi qui vis aujourd'hui à Londres, et qui travaille pour développer une boîte française, qui a un bureau en Asie, si tu devais résumer quelles sont les grandes différences déjà, est-ce que ça bouge partout? Est-ce qu'on est en retard en France? Est-ce qu'on est en train de bouger? Est-ce qu'on a des difficultés partout? C'est quoi les grandes différences aujourd'hui entre ces pays quand on essaie de faire du business et qu'on est un éditeur de logiciels français? S'il y a vraiment une différence et qui me pèse, je pense peut-être quotidiennement quand j'interagis avec mes équipes en France, c'est qu'on se pose trop de questions en France. Mais c'est incroyable, hein. Sur n'importe quel projet, on va essayer de tout décortiquer, de tout comprendre avant de se lancer. Et c'est la différence que je vois chez les anglo-saxons, même en Asie, hein. On essaye, et ça ne marche pas, on change. Donc ça donne plus de place à l'itération. Et si on se trompe, c'est pas grave, on va repartir. Ça, je pense que c'est la différence fondamentale qui fait que si on démarre en France, d'ailleurs les anglo-saxons ils ont des soucis, hein, quand ils sont en France, ils ne comprennent pas qu'on est à la 4e réunion en train de décortiquer tous les points positifs, négatifs avant d'y être, alors que par ailleurs on va dire bon, on démarre et puis on apprendra en chemin. Try and see. Try and see, et puis si on se trompe,
Au contraire, quand on se trompe, on a appris, on réagit tout de suite. Je pense que j'ai beaucoup travaillé pour qu'on ait ça justement dans notre ADN chez Eptica. Et cette interview pourrait être faite pour n'importe qui d'autre d'Eptica. Et on parlera de cette simplicité, de cette ténacité dont on prend, ça marche pas, on essaye, qu'il y a dans nos valeurs internes. Et s'il fallait changer beaucoup de choses en France, je pense qu'il faudrait commencer par ça. Et c'est lié après la culture de l'échec. Quand on tombe, c'est difficile de remonter. Alors, what the heck? Allons-y. Justement, des clients en Asie, des clients en Angleterre, etc. J'ai envie de dire, il faut aussi de l'argent pour financer, pour avoir le temps d'aller sur ces pays-là. Ça passe par quoi? Des bonnes équipes, de l'argent, des convictions. C'est quoi les vrais paramètres qui amènent au succès? Le vrai paramètre, c'est qu'il faut une idée claire de là où on va. Une idée claire. Une idée claire. C'est-à-dire qu'elle soit bonne ou soit mauvaise, mais il faut savoir vraiment ce que l'on veut faire. Dans la vision qu'on veut pour son entreprise, pour le produit, ce qu'on apporte au client, il faut qu'elle soit limpide. Une fois qu'on sait qu'on va aller par là-bas, on ne sait pas si c'est bon ou pas, eh bien là, effectivement, il faut en deuxième, l'argent. Il ne faut pas rêver. Au bout d'un moment, il faut sortir le chéquier, payer le bon commercial, le bon marketing, le bon consultant qui fera le bon boulot. Et ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, c'est un peu lié d'ailleurs, l'argent et les personnes que l'on va recruter. Parce que malheureusement, dans des domaines aussi rapides, innovants comme nous, c'est pas prendre quelqu'un qui sait un peu faire et qui soit bon. Il faut aller chercher le meilleur du sujet. Dans les modes de collaboration, justement, aujourd'hui, la responsable marketing mondiale, je crois, de Eptica, elle s'appelle Di, c'est ça? Et tu me disais tout à l'heure qu'elle est à Cambridge. Elle est commuteur, comme on dit, home commuteur, on fait du home shoring. Pourquoi on n'arrive pas en France justement à avoir cette logique d'aller chercher les bons et puis peut-être d'organiser le travail de façon différente? Ça t'a posé un problème, toi, d'avoir une directrice marketing qui est basée à Cambridge? Ah non, parce qu'on cherchait le talent, justement. Une fois qu'on l'a trouvé, et ça fait maintenant 4 ans qu'elle est là, elle nous a aidé à rentrer dans Gartner, justement. Sans elle, on ne serait jamais allé dans le champ de Gartner. Donc on est une boîte française, on trouve la meilleure du marketing de notre domaine en Angleterre, on la recrute. Mais quand elle nous dit, je suis à Cambridge, vous êtes à Reading, à Boulogne, moi, j'en ai rien à faire. Je veux qu'elle fasse bien son job. Et son job nous a permis d'être identifiés parmi les 13 meilleures boîtes de notre domaine dans le monde. Et ben en France, on commencerait par se poser plein de questions, mais elle ne travaille pas de chez elle, du bureau, est-ce qu'elle va bien faire son boulot? Non. Pour revenir à ce que je disais, on essaye. Les gens sont insatisfaits partout dans le monde du service client apporté par les entreprises. Les entreprises vont pas assez vite pour s'améliorer, les clients sont, les consommateurs, les usagers sont trop exigeants. Où il y a un problème, c'est de time to market, c'est que les entreprises n'ont pas compris ce qui était en train de se passer, elles vont pas assez vite. Et est-ce que les outils, c'est plus important pour apporter de l'expérience client que le changement des cultures? Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je pense en tout cas que les entreprises ne vont pas assez vite. Parce que c'est curieux, on peut avoir un président d'un grand groupe qui se comporte comme un client et qui n'est pas content, qui voit bien qu'il n'est pas bien servi lorsqu'il envoie un email ou quand il va en magasin. Et quand il est à la tête de son entreprise, il ne va pas mettre le patron de service client au comité de direction. On peut voir tous les grands groupes, combien y en a-t-il qui ont mis le patron du service client au comité de direction? On pourrait commencer dans les grands comex par demander au patron de service client, dites-nous ce qui s'est passé un peu dans les interactions cette semaine. Qu'est-ce que les clients ont cherché sur le site web, dans la base de connaissances? C'est quoi les thèmes les plus majeurs de l'email? Moi, je suis un patron d'un comex, je commencerai ma réunion pour donner un peu cette ambiance. Là, qu'est-ce qui se passe? Et après, on peut aller traiter la finance, le rachat de société, plein d'autres choses. Je pense que les entreprises n'ont pas compris. Et ça va venir, ça vient progressivement. Et nous, pour parler de technologie, comme tu le mentionnes, notre idée à nous, c'est d'aider les entreprises à bâtir déjà le premier socle qui est une base de connaissances. C'est pas si compliqué que ça que d'aller demander au PDG les 5 informations qu'il aimerait qu'on délivre aux clients quand ils posent une question. Au marketing, à tout le monde, on regroupe ça dans un gros tonneau, on lui met la technologie justement que nous on fournit pour que quiconque puisse répondre. Rien que ça, c'est déjà pas si diffusé, mais on y vient. When you're working